Bonsoir à tous, il est 18 h, mardi 2 mars 2021. Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. C'est une visite qui n'est pas passée inaperçue aujourd'hui à la Clusa. Le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, a rencontré les élèves de la station ce mardi pour leur raconter son périple. La Clusa, où le département de Haute-Savoie a également présenté son plan d'aide aux acteurs de la montagne aujourd'hui. Une culture privée de son public, mais bien vivante à Évian. L'équipe du Palais Lumière a pris le pari de tout de même accrocher sa dernière exposition. La montagne fertile, elle devrait rencontrer ses premiers visiteurs le 27 février dernier. Nous la découvrirons dans ce journal. Et nous parlerons également politique avec notre invité du jour. Je reçois dans quelques minutes sur ce plateau Fabienne Grébert, l'élue annécienne et la tête de liste écologiste pour les prochaines élections régionales. Mais avant cet accident impressionnant, ce mardi après-midi, un hélicoptère avec à son bord 5 personnes s'est crashé après avoir heurté une ligne électrique. Il venait de décolleter de la DZ-DG. Les 5 personnes sont sorties d'elles-mêmes. L'une d'entre elles est légèrement blessée. Elle n'a pas eu besoin d'être transportée à l'hôpital. L'engin s'est retrouvé couché sur le flanc, vous le voyez, juste au bord de la RD 902, la route reliant Léger à Morzine. L'axe a été coupé le temps de l'intervention de la direction départementale des territoires. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie se sont rendus sur place. Une enquête sera menée par la police de l'air. Durant toute son incroyable course, ils ont pu le suivre et échanger avec lui régulièrement à distance. Mais ce matin, c'est bien en direct et en chair et en os que les élèves de la Clusa ont pu rencontrer Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe 2021. Un moment d'effervescence recueilli sur place par Lorena Bordiec. Vous avez des difficultés sur le Cap Horn? Ce matin, les enfants de l'école primaire de la Clusa ont eu un temps privilégié avec le vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe. Nourriture, couchage, dépassement de soi-même, difficultés, ils ont pu connaître tous les détails de son périple autour du monde à bord de son monocoque de 18 mètres. Moi aussi. Merci pour l'accueil, à bientôt. Soyez sages, mais pas trop. Yannick Bestaven a eu beaucoup de succès. Quelle chance, quel accueil. C'est important de rencontrer les enfants. On a la chance d'avoir été suivis par plus de 250 000 écoles. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup communiqué, échangé avec l'école de la Clusa, où les enfants, par vidéo, m'envoyaient leurs messages et me posaient leurs questions. Donc de pouvoir les rencontrer aujourd'hui après cette victoire sur le Vendée Globe, c'est un plaisir fou de voir leurs yeux émerveillés, de parler de leurs rêves d'enfants comme moi, de s'accomplir, d'aller au bout de leurs rêves, de leur transmettre cette passion du dépassement de soi. C'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui dans leurs yeux et ça me rend heureux de pouvoir partager ça avec eux. À travers le Vendée Globe, les enfants ont pu redécouvrir la géographie, les mathématiques, la nature ou la météo. Ils ont désormais un modèle qui les pousse à développer leurs capacités. Aller au bout de ses rêves, se dépasser et je trouve que vraiment le milieu de la mer est très proche de celui de la montagne. On connaît les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, les mêmes personnes qui abordent un milieu hostile, je dirais, et qui demandent souvent des efforts physiques importants et intenses. Il est arrivé de son périple le 28 janvier dernier. Yannick Bestaven se repose à la Clusa, un moment essentiel pour retrouver sa famille et son équipe avant d'envisager une nouvelle aventure. Les marins sont des gens qui sont vraiment des passionnés et en général à peine arrivés à terre, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de repartir. Et voilà, donc c'est un cycle infernal et donc ils repréparent le futur et je pense que Yannick est assez partant sur un Vendée Globe. Mais bon, pour l'instant, on va un peu mettre tout ça en calme et réfléchir comment s'organiser. Ces jeunes supporters pourront le retrouver sur la ligne de départ en 2024. Un mot de santé. Depuis ce lundi, le centre de vaccination de Cluse bénéficie d'une seconde ligne de vaccination. 72 injections peuvent désormais être réalisées chaque jour. Le centre est ouvert pour les 75 ans et plus ou les personnes souffrant de comorbidité. Tout le mois de mars est au complet, mais vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur santé.fr ou au 04 50 96 69 00. Nous parlons politique maintenant, élection régionale avec notre invité du jour. J'accueille Fabienne Grébert, candidate écologiste à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Alors, 1800 militants sur 4000 se sont exprimés sur votre stratégie adoptée notamment face aux Républicains et président sortant Laurent Wauquiez. 45% souhaitent créer une alliance avec l'ensemble des forces de gauche. 55. 66% souhaitent que vous restiez tête de liste en cas d'alliance. On est plutôt donc sur un ralliement plutôt qu'une alliance, là, dans les discussions entamées. On est sur un rassemblement. Je crois que l'écologie a montré qu'elle pouvait rassembler largement. Ça a été le cas aux européennes, ça a été le cas
au moment des municipales, notamment ici à Annecy. C'est aujourd'hui le cas pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons des militants très actifs déjà dans la campagne qui ont envie de se mobiliser fortement pour cette élection. Donc les discussions, c'est avec le Parti socialiste. L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem est pressentie pour être tête de liste Parti socialiste. Oui. Il y a aussi la sénatrice et conseillère régionale sortante Cécile Cukierman qui a été choisie pour diriger la liste Les communistes France Insoumise. Les discussions, elles se tiennent avec qui et très concrètement sur quel sujet ? Écoutez, le pôle écologiste est d'abord un rassemblement de partis et de citoyens qui ont mis l'écologie et la transition écologique au cœur de leur projet. Et nous allons discuter avec l'ensemble des forces de gauche pour que la région Auvergne-Rhône-Alpes réussisse sa transition écologique en tenant compte de la justice sociale et du renouveau de pratiques démocratiques. Donc ce sont de ces sujets-là dont nous parlons avec l'ensemble des acteurs politiques. Et c'est aussi, bien évidemment, d'un accord de gouvernance, de place dans un exécutif et de place dans l'Assemblée plénière. Vous seriez prête, vous, à laisser votre place ? Je ne suis pas mandatée pour ça. Moi, j'ai été désignée au mois d'octobre l'an dernier par le pôle écologiste, qui regroupe 4100 signataires. Ces signataires m'ont confirmé la semaine dernière pour que je reste leur tête de liste. C'est sur ce sujet-là que je vais discuter avec mes collègues, que ce soit côté bloc socialiste ou côté PC LFI. Alors les Insoumis et les communistes ne veulent pas d'une alliance avec le PS au premier tour. Vous, vos militants, les alliances partielles, donc ou avec le PS ou avec les communistes et France Insoumise, ont récolté beaucoup moins de voix. Ça va quand même être difficile de mettre tout le monde autour de la table. Mais c'est jamais facile de rassembler. Mais c'est important, les enjeux sont là. On nous promet l'année prochaine un match entre l'extrême droite et la droite ultralibérale. Au mois de juin, c'est ce bloc-là aussi que nous devons affronter et la droite extrême de Laurent Wauquiez. Il y a un enjeu majeur. Vous voyez la chaleur qu'il fait en ce moment début mars. Le changement climatique est là, le changement environnemental est là et nous devons faire face à ces enjeux du XXIe siècle. Et je suis certaine que la transition écologique est une source pour créer des emplois et pour donner de l'espoir à la jeunesse. Et c'est ça qui m'importe. Pour ne donner que les exemples Savoyard, Chambéry, Annecy, ça a marché grâce aux fusions entre deux tours. Vous pensez pouvoir bénéficier encore de cette dynamique-là ? Écoutez, oui, bien évidemment. Je crois aujourd'hui que l'écologie dépasse les clivages politiques traditionnels. Il y a une véritable aspiration à ce que l'environnement soit pris en compte dans les politiques publiques, que la qualité de l'air, la santé, le bien vivre, une alimentation de qualité, des alternatives à la voiture individuelle, autant de sujets sur lesquels la région Auvergne-Rhône-Alpes peut agir et doit agir. Alors pour le moment, le dernier sondage IFOP Fiducial place le président sortant en tête des intentions de vote dans toutes les configurations. C'est la moindre des choses, hein, compte tenu de l'argent public qu'il met sur sa propre communication. On peut effectivement attendre ça à quelques mois des élections, sinon il ne serait vraiment pas bon. Et donc justement, il bénéficie d'une forte notoriété, même au niveau national. Vous êtes lancée très tôt, la première dans cette campagne, alors qu'on ne savait pas encore en plus précisément quand aurait lieu le scrutin. Il vous reste 4 mois pour faire la différence. Oui, pas de souci. Qui imaginait que François Astorg serait maire d'Annecy 4 mois avant les élections ? Je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui pariait sur ce sujet-là. Et il est là aujourd'hui. Et je peux être là aussi au mois de juin. Mais il a fallu la fusion pour François Astorg. Bien sûr. En tout cas, il a fallu surtout un projet sur lequel se sont rassemblés un grand nombre d'Annéciens. Et je fais le pari que ce projet-là peut séduire beaucoup d'Auvergnats et beaucoup de Rhône-Alpins. Vous citez Annecy justement, puisque vous êtes conseillère municipale à Annecy. Vous êtes donc la
puisque les régionales, il y a la tête de liste régionale, mais il y a aussi des chefs de file dans chaque département. Pour la Savoie, on va apercevoir la tête de liste, c'est Claudie Ternois-Léger. Vous êtes engagée en politique depuis 11 ans, élue à la région depuis 2015. Avant, vous aviez travaillé en entreprise, notamment à la responsabilité sociale. Pourquoi la politique plus que l'entreprise ? Écoutez, c'est les deux aujourd'hui. Je continue à faire du consulting, je continue aussi à enseigner à l'université parce que je crois qu'on doit agir sur tous les tableaux. Auprès des entreprises, effectivement, sur lesquelles nous devons accélérer la transition écologique, auprès des jeunes générations sur lesquelles nous devons former les managers de demain à ces sujets-là, à prendre en compte ces enjeux environnementaux, sociaux, sanitaires dans les stratégies d'entreprise. Il y a fort à faire. Et aussi en politique, parce qu'on a besoin de financement, on a besoin de normes, on a besoin d'un contexte fiscal et réglementaire et légal. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je m'engage en politique aussi. Vous pourrez mener tout de front ? Bien sûr que là, non. Bien sûr que il non. va falloir faire des choix. Tout à fait. Je vais me consacrer à la politique. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Donc, si je suis élue pour 6 ans à la région, je serai en fin de carrière. Je ne l'aurais pas fait avant parce que je considère effectivement que c'est bien de rester les deux pieds dans le réel. C'est ça aussi qui donne de la force à mon discours politique, je pense. C'est que je connais les entreprises, je connais les réalités économiques et ça a toujours été mon cas. J'ai été directrice générale adjointe d'une entreprise, d'une PME ici à Annecy. Donc je connais ces contextes-là. Mais aujourd'hui, je souhaite consacrer la fin de ma carrière à la politique. C'est ça qui m'anime. Alors justement, on a vu passer des images de tractage, elles ont été réalisées il y a quelques jours à Annecy. Le contexte sanitaire joue sur la campagne. Comment vous vous êtes organisé ? Puisque j'ai dit, vous êtes lancé assez tôt dans cette campagne très particulière, sans forcément avoir de date de scrutin. Donc très concrètement, comment ça se passe, une campagne à l'heure du Covid ? D'abord, ça se passe avec une force militante qui est extrêmement enthousiaste. Qui est extrêmement motivée. Moi, je les admire. Ils vont tracter avec leur masque, avec leur tract et ils demandent aux personnes de prendre des tracts pour respecter les consignes sanitaires. Et puis, il y a un gros volet numérique. On fait beaucoup de Facebook Live, d'abord avec nos militants. Et jeudi, par exemple, nous serons à Bourg-Saint-Maurice pour un Facebook Live entre 12h et 14h avec un certain nombre d'acteurs professionnels de la montagne pour réfléchir à l'avenir des stations de ski qui doivent devenir des stations de montagne 4 saisons. Donc on oriente notre campagne à la fois sur le présentiel et le numérique et ça marche très bien. C'est important de pouvoir maintenir ce présentiel-là ? Oui, bien sûr. On a besoin de rencontrer des élus locaux, on a besoin de rencontrer des professionnels. Je suis allée voir Franck Picard qui sera là jeudi, champion olympique de ski, parce qu'il avait soutenu une tribune qui est encore, que chacun peut encore signer et découvrir sur le site internet de l'appel auraécologie.fr. Il avait signé spontanément cette tribune et c'était important aussi de discuter avec lui et de sa vision sur l'avenir de la montagne. C'est ce qu'on va faire. Un mot, le calendrier, on a parlé des alliances. Quand est-ce qu'on en saura plus précisément sur la tête de liste de la gauche, si alliance il y a eu? Écoutez, on se donne le mois de mars là, pour travailler ce sujet-là. Il y a eu déjà un certain nombre de discussions qui ont été engagées depuis la fin de l'année dernière. Et là, on se donne un mois, j'ai envie de dire, pour conclure un accord. Ça me semblerait raisonnable. Et après, les militants pourront s'exprimer sur cette stratégie. C'est évident. Moi, mon principe, c'est de sortir de l'hyper-présidentialisation de Laurent Wauquiez. Ce que je souhaite, c'est non seulement concerter les militants, mais les associer à nos décisions. Et ce sera probablement, quoi qu'il en soit, une femme à la tête de liste. Il y a toutes les chances. Il y a toutes les chances. Merci beaucoup, Fabienne Grébert. Alors, je rappelle que ces élections régionales doivent avoir lieu les 13 et 20 juin prochains. Si la situation, évidemment, le permet, la confirmation doit avoir lieu début avril. Pour faciliter l'exercice du droit de vote, sachez que chaque électeur pourra disposer de 2 procurations contre une seule habituellement. Et parmi les autres candidats dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Laurent Wauquiez, président sortant pour les Républicains, La République En Marche, elle a investi Bruno Bonnel, député de la 6e circonscription du Rhône.
Rhône. Andrea Cotarac devrait mener la liste du Rassemblement national. Dans le reste de l'actualité, ce mardi matin, le plan d'aide d'urgence à la montagne a été présenté à la Clusaz par le département de la Haute-Savoie. L'enveloppe de 10 millions d'euros viendra en aide aux communes supports de stations, aux ski clubs et aux saisonniers de moins de 25 ans. Un dispositif que nous explique Sébastien Germain. 10 millions d'euros disponibles dès le mois d'avril. Voici la promesse du conseil départemental de la Haute-Savoie, faite à certains acteurs de la montagne ce mardi matin à la Clusaz, pour venir en aide à un secteur frappé de plein fouet par la crise. On a besoin de l'État qui doit assurer le maintien des salaires dans le cadre du chômage partiel. On a besoin de la région qui doit intervenir dans le champ de l'économie. On a besoin de la région et également sur les sociétés des remontées mécaniques. Et le département est allé sur le secteur qui est notre jardin, c'est-à-dire l'accompagnement des collectivités et l'accompagnement du secteur associatif, les ski clubs en particulier, et un petit clin d'œil aux travailleurs saisonniers. C'est de l'argent frais et c'est de l'argent en fonction de la situation réelle. Donc on n'a pas souhaité apporter un forfait sans connaître la réalité des besoins et de la nécessité. Ces crédits exceptionnels seront donc à destination de 44 communes, 115 ski clubs et environ 200 saisonniers. De quoi tenter de limiter la casse et regarder vers l'avenir, alors que la fermeture prolongée des remontées mécaniques en station a sérieusement grévé les finances de nombreuses structures. On permet aux communes de continuer à avoir des projets et il faut qu'on relance la machine. Et nous, on est un département optimiste et des élus optimistes. On pense effectivement qu'après cette pandémie, la montagne va s'en sortir grandie parce que beaucoup de gens ont redécouvert la montagne autrement et ils vont revenir, ils l'ont prouvé cet été. On ne fait pas un pari stupide sur l'avenir, on fait un vrai pari gagnant-gagnant avec les élus pour la Haute-Savoie. La station de la Clusaz est l'exemple parfait de ces collectivités concernées par ce dispositif. Avec des remontées à l'arrêt, un ski club très important et performant et bon nombre de saisonniers. Cette aide est plus que bienvenue pour la commune des Aravis. Ça change le fait qu'on peut faire un budget en parfaite connaissance de cause et maintenir le service qu'on doit à la population. Cette aide nous permet de passer le cap et de voir l'avenir de manière plus sereine, aussi bien pour cet été qu'on espère très bon, si la Covid nous laisse en paix. Et on pense redémarrer vraiment très bien dès l'hiver prochain. Au total, les collectivités recevront 8,5 millions d'euros. 1,5 million d'euros sera consacré au ski club et au comité du ski Mont-Blanc. Enfin, les saisonniers âgés de 18 à 25 ans référencés bénéficieront d'une enveloppe de 400 000 euros. Ce plan d'aide d'urgence sera voté le 29 mars prochain. Continuer envers et contre tout en espérant une date d'ouverture bientôt. C'est le défi des théâtres, musées, cinémas à Évian. La nouvelle exposition du Palais Lumière aurait dû ouvrir vendredi, mais pour des raisons sanitaires, elle reste inaccessible au public. Cette exposition met en lumière un noyau d'artistes originaires des Grisons, le canton alpin suisse qui, au début du XXe siècle, a conduit de très grands travaux sur la représentation en peinture des Alpes. Prévue jusqu'au 30 mai prochain, le Palais Lumière s'est résolu à accrocher cette exposition programmée depuis 2 ans en espérant pouvoir la faire découvrir au public le plus rapidement possible. Un grand nombre de tableaux est en effet issu de collections suisses et ne pourront probablement plus jamais être présentés ensemble aux visiteurs. On la découvre en attendant l'ouverture avec Jean-Paul Crespi. Terre d'accueil et d'inspiration, paysage fertile pour de nombreux artistes, qu'ils soient écrivains, philosophes, dramaturges ou peintres, les Grisons, canton suisse situé au cœur de l'arc alpin, n'ont jamais cessé d'interpeller le regard du voyageur. Et pour certains d'entre eux, ces hautes vallées alpines sont devenues les lieux de toute une vie. Accrochés aux cimaises du Palais Lumière, les peintures et dessins d'une poignée d'amis regroupés autour d'un homme, Giovanni Giacometti, restituent ces paysages à l'aube du XXe siècle. Une peinture féconde, lumineuse, souvent personnelle, aux multiples influences. La grande idée, c'est de montrer autour de l'amitié d'un certain nombre d'artistes, 4 artistes, plus leurs successeurs, cette région de la Suisse, qui est l'Engadine, qui a généré, pour des raisons assez obscures encore, l'intérêt de nombreux artistes et de très nombreux écrivains, parmi les plus célèbres, comme Nietzsche, Thomas Mann, Hermann Hesse, voilà, et bien d'autres encore. L'idée, c'est vraiment à la fois de voir où ses amis travaillaient, c'est-à-dire dans quel lieu ils voulaient peindre. Donc on se retrouve toujours autour du personnage fédérateur qui est Giovanni Giacometti, qui vivait dans le Brégalia, donc cette vallée qui monte jusqu'à l'Engadine. Puissant facteur d'évolution stylistique et d'émulation créatrice, les paysages grisons ont porté les peintures de Giacometti
Amiette et Hodler. Ensemble, ils deviendront ainsi les représentants du renouveau de la peinture suisse au début du XXe siècle. À leur côté, le photographe Andrea Galbalsera. Il témoignera de cette émulation artistique au cœur des Alpes. Cette exposition, c'est en même temps un projet artistique. Le commissaire scientifique, qui est artiste lui-même, qui est créateur, qui est musicien, puisqu'il enseigne à l'école Lumière à Paris, c'est une approche très personnelle, finalement, très intimiste, finalement, d'un ensemble d'artistes qui sont originaires de la même région que lui. Pour moi, l'expo, c'est vraiment la plus pédagogique possible, c'est-à-dire la transmission, que chacun puisse s'approprier une partie de l'exposition. Je crois que le mot principal pour moi, c'est la perception, parce que j'ai travaillé, j'ai fait mes études autour de la perception sonore, mais en quelque sorte, c'est comment est-ce qu'on perçoit les montagnes et comment on les perçoit aujourd'hui par rapport à il y a 120 ans. La montagne fertile, les Giacometti, Sangantini, Amiette, Hodler et leur héritage est une proposition, un regard sur les paysages des Alpes et une mise en perspective de la richesse et de la cohérence du travail de ces peintres alpins. Des œuvres qui, pour beaucoup d'entre elles, sont inconnues du grand public. Des œuvres sensibles qui sont et demeureront des invitations à toucher du bout du doigt les grands mystères des Alpes. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à l'info sur Rythme Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, c'est la météo de Thierry Paul. Mais juste après, je vous donne rendez-vous à Morzine pour Panorama. De nombreux secteurs sont touchés par la fermeture des remontées. C'est le cas des filières de l'alimentaire et de l'outdoor. On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Passez une très belle soirée. À demain.